Ok. Donc, rapidement pour me présenter, je m'appelle Raphaël Tillet. Donc, actuellement chez Eni, j'interviens en expertise technique en vente. Je travaille dans la business unit aérospace défense. Je travaille pour deux comptes principalement qui sont Airbus et Safran. Et j'essaye de convaincre ces clients-là d'utiliser nos solutions quand on est sur des sujets un peu compliqués. Mon parcours, ça fait maintenant quelques décennies que je suis dans le monde du test et de la mesure. Il y a plus de 25 ans. J'ai commencé ma carrière chez Eni en 2000. Entre autres, j'ai fait du support de l'applicatif. Je suis même parti en Hongrie pendant une année. euh, Mettre en place le système d'installation en fait des PXI qui vous sont livrés. J'ai quitté Eni en 2006. J'étais comme beaucoup d'entre vous en fait, je travaillais chez un partenaire qui s'appelle Arcal. J'ai participé à la création d'Arcal à Toulouse en 2006. J'ai fait ça pendant 15 ans et je suis revenu chez Eni depuis 2021. Voilà. Avant de commencer, j'ai une fâcheuse tendance à parler très vite. Donc, si vous voyez que mon rythme s'emballe, vous n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser n'importe quelle question. Il n'y a pas de souci particulier. Ouais, je m'en prie, mais je peux pas. Alors, je vais mettre attendez. Je vais mettre en mono écran. Le problème, c'est que il n'y a rien à cacher. Je peux pas. Je peux pas sélectionner l'écran que je partage. Tac. Euh, Ah si. Ouais. Ça, c'est bon. C'est bon? C'est bon? Ok. Alors, je vais essayer de reprendre la présentation, si c'est possible. Rapidement, l'outil SystemLink en fait et comment on peut étendre ses capacités, principalement avec LabVIEW et toutes ses déclinaisons. J'ai préparé en fait un agenda peut-être un peu riche. J'adapterai en fonction du temps qui me restera et de l'interaction qu'on pourrait avoir en fait pendant la discussion. Pour les personnes qui ne connaissent pas SystemLink, je vais faire une rapide revue en fait des fonctionnalités que ça propose en fait et qui sont utilisées par de plus en plus de nos clients. Et on verra en fait après comment l'écosystème LabVIEW peut graviter au travers de SystemLink, que ce soit à travers l'utilisation en fait des tags pour faire de l'échange et de l'hébergement de données, utiliser en fait SystemLink dans un processus en fait d'intégration continue au travers de l'hébergement de packages. Pour ceux en fait que ça pourrait intéresser, on verra avec LabVIEW comment on peut développer des applications web avec la version dédiée qui s'appelle LabVIEW G-Web. Ça reste du LabVIEW, c'est pas le même environnement que le LabVIEW que vous connaissez, mais ça reste du LabVIEW. Et comment on peut les hoster en fait sur n'importe quel serveur et SystemLink. On verra comment on peut enrichir SystemLink au travers de data plugins LabVIEW pour permettre à SystemLink de pouvoir gérer des formats de fichiers qui ne seraient pas en fait nativement supportés. Et puis rapidement, on verra après que comment SystemLink est un environnement ouvert et comment on peut accéder à différentes fonctions et API qu'il va proposer euh, au travers en fait d'interfaces qui sont dédiées. Alors rapidement, en fait, SystemLink, ça s'inscrit typiquement dans toute une architecture logicielle au-dessus en fait de tous les outils que vous pouvez connaître, donc principalement LabVIEW, mais aussi je pense que beaucoup d'entre vous doivent utiliser des outils comme Veristand, FlexLogger, Instrument Studio. Donc SystemLink, c'est une infrastructure en fait de données qui sert, pour faire très simple, de data lake sur lequel en fait on va aller pousser ou récupérer des données et cet environnement-là, en fait, il va être personnalisable. A été annoncé à InIConnect en fait une nouvelle version de SystemLink. On verra que ça existe dans différents formats, dans différents scalings, sur différentes architectures de machines, soit en fait des environnements Windows, soit des clusters en fait Kubernetes à base de Linux. Et j'essaierai de présenter ça un peu rapidement. Donc, pour faire très simple, c'est un framework sur lequel en fait il y a plusieurs piliers qui sont proposés. Ces piliers, vous les sélectionnez au choix en fonction du besoin que vous avez à implémenter pour, pour faire très simple, pouvoir préparer en fait des plans de test, pouvoir en fait collecter des résultats de tests et déclencher en fait des routines d'analyse et en plus interconnecter des bancs et des moyens de test pour les superviser à distance, les mettre à jour à distance et suivre leur état de vie de manière centralisée. Tout ça, c'est SystemLink et après, ça se décline dans différents modules. Quelques exemples, en fait, comment on peut l'utiliser. Donc, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est typiquement ce qui est en bas à gauche, optimiser en fait l'efficacité dans un labo ou dans un département de production, par exemple. On peut imaginer en fait que quand vous avez des îlots de production, il y a 3 ou 4 bandes de au lieu que les opérateurs ils allaient voir derrière chacun des écrans où une séquence testante tournerait ou un séquenceur LabVIEW tournerait, on va pouvoir utiliser SystemLink comme un réceptacle en fait de données qui vont avancer, stocker en fait l'avancement en fait des
les succès, et les afficher de manière centralisée en fait sur des grands panneaux d'afficheurs qui seraient connectés à Systemlink, sur lesquels on pourra créer des dashboards, accéder par le web et avoir de manière centralisée des résultats et les mesures et les progressions en temps réel des tests en fait sur un écran unique plutôt que d'aller sur chacun des bancs de tests. Deuxième chose en fait, ça va être optimiser la mise à jour et le déploiement en fait des packages de tests sur mes moyens de test. Donc typiquement, on peut imaginer que vous écrivez un nouveau programme LabVIEW, vous écrivez une nouvelle séquence test stand, vous la poussez sur un serveur et chaque banc de test va soit manuellement, soit automatiquement se mettre à jour sur ces packages qui ont été hébergés. On va pouvoir en fait à droite travailler sur la partie en fait qui s'intéresse à la donnée. Donc le but de Systemlink, c'est d'héberger les données qui sont produites par des moyens de test, peu importe si ce sont drivés par LabVIEW, par Teststand ou autres. Et ces fichiers, en fait, on va pouvoir déclencher à réception des routines d'analyse pour pouvoir faire de l'analyse avancée sur ces données-là et obtenir en fait de la donnée complémentaire permettant de pouvoir améliorer non seulement la qualité du produit, mais aussi le processus en fait de design et de mise au point et d'implémentation du test de ce produit-là. Alors l'architecture, en fait, elle n'est pas très compliquée, enfin, un très haut niveau, c'est ce que vous avez sur la droite. Donc vous avez mon curseur, hop, ici. Vous le voyez, ça y est, le laser. Si, voilà. Donc vous avez le serveur qui va faire tourner en fait le serveur Systemlink sur lequel en fait vous allez avoir un accès web de manière sécurisée pour pouvoir vous connecter en fait à différents dashboards de ce serveur. Sur la droite, vous avez un ensemble de clients qui vont être connectés à ce serveur-là. Donc qu'est-ce qu'on va appeler un client? Ça sera en fait une cible Linux temps réel, Compact Trio ou PXI, ou une machine en fait Windows, sur lequel en fait on fera tourner un client Systemlink qui va se connecter à la machine et on verra tout à l'heure en fait qui va pousser naturellement en fait sans rien avoir à faire des données qui seront remontées sur ce banc-là. Le fait que le client est connecté au serveur permet donc de faire partager des données de manière automatique. Typiquement, on va pouvoir suivre à distance, out of the box, la consommation CPU, la quantité d'espace disque restante. Et puis, si on veut en fait faire remonter des données supplémentaires, Systemlink peut héberger ce qu'on appelle des tags que en fait vos programmes LabVIEW, vos séquences testantes vont pouvoir pousser pour pouvoir monitorer de la donnée de manière centralisée. En plus, ça va vous apporter la capacité à ce qu'un programme LabVIEW, quand il va générer en fait un rapport de test ou une séquence testante, quand elle va générer un fichier HTML, automatiquement, on va pouvoir pousser vers Systemlink, sans avoir à coder en fait de manière totalement intuitive et native dans l'environnement. Alors, si on s'intéresse à comment c'est implémenté, donc derrière, c'est pas codé en LabVIEW, derrière, c'est codé sur les standards en fait d'application de développement web classique. On repose en fait connu, il y a du MongoDB, il y a du PostgreSQL, de l'implémentation après avec des couches HTTP, HTTPS pour la partie sécurisée. C'est facilement scalable, donc ça existe dans différents formats et en fonction du nombre de bancs que vous voulez y interconnecter, le nombre de users que vous voulez qui puissent accéder au serveur et la quantité de données que vous pouvez pouvoir héberger, vous allez pouvoir choisir entre une version Windows qui va être une dimension à taille humaine ou une version en fait Kubernetes qui est hautement scalable qu'on peut mettre dans le cloud, donc in-premise chez le client ou dans une infrastructure plus grosse, Google Cloud, Amazon, où le client est autorisé et d'accord à faire ça. Donc ça, c'est pour la partie scalable. C'est extensible, donc c'est là où LabVIEW va devenir intéressant. Vous allez pouvoir l'enrichir. Et bien sûr, en fait, tout ça est totalement sécurisé en utilisant les dernières technologies en fait de sécurisation et d'encryption du monde du web. Donc dans Systemlink, il y a 4 grandes familles de fonctions. Il y a ce qu'on va appeler le system management, la partie en fait asset management, la partie test et la partie en fait data analysis. Le système management et ces options-là, en fait, vous pouvez les choisir en fonction de votre besoin ou du besoin de votre client. Vous n'êtes pas obligé de souscrire à tout le package. Ce qui va faire le prix en fait de la licence Systemlink, c'est les fonctions que vous voulez souscrire, la quantité de banques qui vont être connectées aux moyens et la quantité d'utilisateurs qui vont pouvoir se servir en fait et de se connecter au serveur de manière simultanée. Donc, dans le système management, on verra tout à l'heure, en fait, je switcherai à la partie démo sur une machine virtuelle qui est en train de tourner derrière où j'ai un serveur qui tourne. Donc, sur la partie système management, ça vous sert en fait à faire 2 grosses fonctions. La première, en fait, c'est de pouvoir monitorer les banques qui sont connectées à votre système pour savoir en fait s'ils fonctionnent bien, s'ils ne consomment pas trop de CPU, s'ils ne consomment pas trop de RAM et s'il y a encore de la quantité d'espace. Et la deuxième chose, en fait, c'est de pouvoir mettre à jour à distance vos moyens au travers en fait de ce qu'on va appeler de system state, où pour faire simple, on va être capable de pouvoir prendre une empreinte en fait d'un Compact Trio, d'un PXI,
la sauvegarder en fait dans System Link pour pouvoir la déployer de manière simultanée sur 1, 2, 10 ou 100 Compact Trio en même temps, par exemple. Donc deux familles de produits. Je la fais très courte, mais de manière distante sur une machine qui a un client System Link, vous allez pouvoir en fait détecter le hardware qui est présent de manière distancielle. Si aucun test ne tourne, vous allez pouvoir vous connecter au hardware, vérifier ses informations en fait de traçabilité, son numéro de série, ainsi de suite, et relancer typiquement les fonctions comme ce que vous avez dans Max, de l'autotest, pour vérifier en fait que votre hardware est fonctionnel. Donc ça, c'est pour la partie système management. On peut très bien héberger en fait dans la partie management soit une image complète d'un compact trio, ou comme on le verra tout à l'heure, en fait, un package que vous créez avec LabVIEW ou avec TestStorm, donc un fichier NI PKG ou un fichier IPK si c'est une machine Linux que vous hébergez. Et après, en fait, votre package manager sur vos clients vont pouvoir aller faire tomber cet installeur sur la machine. La deuxième chose, en fait, c'est, alors j'ai deux slides, mais ça regroupe la même chose, c'est la partie calibration et asset management. Donc, à partir du moment où vous avez un moyen de test, sur ce moyen de test, en fait, il y a de l'instrumentation, qu'elle soit in situ ou ex situ. In situ, c'est PCI Express, par exemple, PXI Express, ou en extérieur, TCP, USB, GPIB ou autre. System Link, il peut la détecter. Et si elle est adressable en fait par du Skippy, il va pouvoir en fait interagir avec elle. Donc c'est un moyen en fait par lequel on peut identifier les ressources qui sont connectées au banc. Donc pas que les ressources ANI, toutes les ressources, et qui permettent de faire deux choses. Sur ce slide-là, en fait, c'est de tracer la calibration. Donc on va pouvoir en fait savoir les dates en fait en cours des calibrations et planifier en fait des agendas de calibration avec capacité de programmer des alarmes pour être averti si en fait notre hardware a besoin d'avoir une calibration dans les jours ou les mois qui viennent. Si le hardware en fait n'est pas connecté, on peut très bien aussi en fait créer des entités manuelles et leur affecter en fait des certificats de calibration qui auraient été en fait faits par des autorités ou des organismes dédiés et rattachés en fait directement à ces entités-là, en fait avec des fonctions soit en manuel, soit au travers d'API web. Deuxième sous-fonction parmi la partie asset, c'est la traçabilité. Ça sert à quoi la traçabilité? Comme en fait lui, il peut savoir sur tous les bancs le hardware qu'il a, il peut en fait vous donner des plans d'utilisation et des plans de disponibilité du hardware. Et ça permet en fait dans des infrastructures importantes de pouvoir décider est-ce que je dois investir dans un nouveau DMM au format PXI de chez ANI, et de vérifier si je n'ai pas un en fait quelque part qui ne sert pas ou qui sert très peu. Et donc de mieux en fait affecter les ressources. Donc ça, c'était pour la partie en fait asset management. Et après, on peut faire aussi tout un ensemble en fait de rapports. Donc associé à System Link, vous verrez, on a la capacité à pouvoir créer au travers de Python ou de Jupyter Notebook. Tout le monde est familier avec ce qu'est Jupyter Notebook? Pas du tout. Alors, Jupyter Notebook, qu'est-ce que c'est? Tout le monde connaît Python, j'imagine. Donc Jupyter Notebook, c'est la capacité à faire du code en fait Python auto-documenté. Et vous écrivez en fait un espèce de document au format Markdown. Donc de là, c'est du HTML simplifié dans lequel vous commentez et vous mettez du code Python. Et ça fait en fait une page web interactive dans laquelle vous voyez à la fois le code Python et le rendu du code Python. On a un ensemble de dashboards qui sont délivrés qui permettent en fait de pouvoir lancer au travers de Python des analyses pour faire des visualisations sous différentes formes à partir de graphes, principalement pour voir comment les ressources sont utilisées, par qui elles sont utilisées et combien de temps elles sont utilisées en fait chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Associé à System Link, out of the box, vous avez la capacité à pouvoir créer des dashboards. Donc un dashboard, c'est des panneaux sur lesquels vous pouvez poser sans coder un ensemble d'objets qui sont définis dans une librairie, typiquement des graphes, des donuts, des afficheurs numériques, des jauges, tout type d'informations statistiques pour les connecter aux données qui sont hébergées par System Link. J'ai expliqué que quand un banc en fait était connecté en tant que client à System Link, il va pousser naturellement en fait des informations sur son état de vie. Vous pouvez créer un dashboard qui sont associés à ces variables que System Link héberge. Et on va le voir tout à l'heure, on peut créer ses propres tags, donc ses propres données, et une application LabVIEW peut les pousser, et un dashboard peut être connecté à ces datas-là. Donc, on a deux façons de faire des dashboards dans System Link, soit avec en fait les outils de base que nous on fournit, soit il y a quelque chose qui est très répandu dans le monde du web, peut-être que vous avez entendu parler, ça s'appelle Grafana. C'est un toolkit en fait dédié à des contrôles graphiques qui sont très en lien, enfin, ils ont une partie qui est très en lien avec l'instrumentation et ils vont beaucoup plus loin en termes de capacité à représenter des infrastructures industrielles. Et donc, on est compatible avec Grafana. Donc, c'est le même principe, on a des objets, on les pose et on les mappe à des objets sans coder et sans avoir de compétences web particulières. Le pilier, en fait, c'est la partie data management. Qu'est-ce que c'est que le data management? Quand vous avez un banc de test,
typiquement, un moyen de test, il peut produire deux types de résultats. Il peut produire une sanction sur le test qui a été mené, et il peut produire des mesures qui ont été faites pendant ce test-là. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une mesure? Ça peut être un fichier TDMS, un fichier CSV ou autre. Donc, la partie en fait de ces mesures, ces fichiers en fait de données qui sont produites par votre banc, en fait, on va pouvoir les pousser dans le système Link. Et elles vont être en fait hébergées par le Data Lake. On utilise en fait la même technologie que celle qui est derrière Diadem, c'est-à-dire qu'un fichier va être associé à des metadata qui va nous permettre en fait de pouvoir avoir dans System Link un espèce de Google Search en fait de la data. On pourra chercher des données par fichier, par date, par produit, par user et par autre. Et une fois qu'on a sélectionné ces datas, on va pouvoir demander à exécuter en fait des routines qui vont prendre ces fichiers-là et en fait générer d'autres résultats de sortie sous forme de PDF, sous forme HTML et autres. Et ça peut être fait en fait soit sous LabVIEW, soit sous Python ou dans différents types d'environnements. Donc le data management, en fait, c'est comment System Link peut héberger la donnée et comment il va exposer ces données-là en fait pour qu'on puisse les consommer avec d'autres environnements et rajouter de l'intelligence à l'intérieur de System Link, soit trigger de manière manuelle par un ingénieur, soit trigger de manière automatique quand un nouveau fichier arrive, soit en fait trigger de manière calendaire, à intervalles réguliers, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Donc, de la partie en fait data, vous avez en fait votre serveur System Link qui va se trouver ici, vos bancs en fait qui vont tourner. Donc sur un banc, vous avez le client qui se trouve là, et après vous avez vos applicatifs qui pourront en fait naturellement pousser ces données-là vers le serveur System Link. On a deux façons de faire. Soit on pousse en fait de manière implicite, soit on pousse de manière explicite. De manière implicite, vous avez un dossier sur votre machine, vous mettez un fichier, System Link est connecté, pardon, vous mettez vos fichiers dans un dossier, System Link est connecté à ce dossier-là, il va les absorber dès qu'il y en a un qui arrive. Et de manière explicite, vous pouvez coder dans l'environnement que vous voulez, dans LabVIEW, dans Testambre et dans autres, le poussage, en fait, le push de ces fichiers en fait, directement dans l'infrastructure pour qu'ils soient sécurisés, protégés, avec des accès en fait, qui peuvent être limités, et après en fait, avoir cette capacité à enclencher des routines d'analyse. Le but en fait, de ces routines d'analyse, c'est de pouvoir produire en fait, d'autres résultats. On le fait beaucoup avec Python, on le fait aussi beaucoup avec Diadem, ça peut être fait avec LabVIEW, encore une fois, pour centraliser et héberger à la fois la donnée, à la fois les analyses et les résultats d'analyse qui en sont faits. Et dernière chose qu'on a aussi à disposition, c'est ce qu'on appelle, alors c'est pas sur toutes les versions de System Link, mais ça mérite d'en parler, c'est dans les très grosses infrastructures, la capacité à faire de l'hébergement en fait, de spécifications et de vérification de compliance. Typiquement, pour ceux qui ont fait du test stand, ou ceux qui font des séquenceurs à base de LabVIEW, quand vous allez exécuter en fait un ATP, une procédure de test, vos tests unitaires, ils demandent d'avoir des limites, et ces limites, en fait, doivent venir de quelque part. Soit ils sont rentrés à la main, ce qui est encore chez beaucoup de clients. Le problème, en fait, que quand elles sont rentrées à la main, en fait, pour qu'il y ait conformité entre ce qui est rentré à la main dans la séquence testante, dans le code LabVIEW, ce qu'il y a dans la spécification, c'est pas forcément toujours en concordance. Parfois, il y a certains, on a tous vu ça, certains opérateurs le vendredi à 16h, ils veulent partir en week-end, ils vont changer les limites à la main. Ça peut arriver. Donc, pour éviter ça, en fait, on peut demander à System Link d'héberger en fait les spécifications et donc qui contiennent en fait à la fois les limites en fait dont il a besoin pour qu'une séquence testante ou un ATP implémenté en LabVIEW puisse aller prendre des données directement à la source, qui est ce qu'on appelle la source of truth, la source de vérité, dont en fait les données vont tomber. Et on peut en fait de manière en feedback, une fois en fait que la séquence a été exécutée, renvoyer en fait les données de résultats à System Link pour que lui en fait au travers d'algorithmes puisse affiner ses limites et les adapter en fonction en fait du produit qu'on va tester. Pour ça, c'est adapté en fait à des versions, des implémentations de System Link qui sont à l'échelle industrielle, et donc c'est pour une version particulière de System Link. Donc pour résumer, vous avez la partie en fait, je gère mes systèmes à distance. La deuxième en fait, je gère mes ressources dans mes systèmes. La troisième, je collecte en fait des résultats de test. Et la quatrième, en fait, j'ingère des données de mesure, des fichiers de mesure qui sont produits par mes bancs. Ça, c'est l'infrastructure System Link qui va offrir de base. Et après, en fait, lui, il va vous exporter, vous exposer un ensemble d'API, de fonctions, en fait, principalement au travers de requêtes web, qui sont encapsulées de différentes façons, soit dans du LabVIEW natif, soit dans du test stand natif, soit si vous voulez faire du JavaScript, du C# ou si vous voulez faire au plaisir dans le langage que vous voulez, à partir du moment où vous êtes capable d'attaquer une requête HTTP, vous allez pouvoir en fait venir étendre la capacité de System Link pour lui envoyer des données, pour en récupérer et pour en fait customiser son comportement
interne lorsqu'il va recevoir les données qui vont lui venir de différents endroits. Il y a quelques questions, tu veux maintenant? Ah oui, je veux bien des questions, ouais. Si tu veux. Alors, il y a Cyril qui a posé 2 questions. Dis-moi. Si j'ai un historien, disons Aviva Pi par exemple, je peux le connecter à System Link ou on reste lié à des fichiers. Alors j'avoue que je connais pas ce dont il parle. Je connais pas ce dont tu parles, donc si tu peux préciser ce que c'est du hardware, c'est du software, c'est quoi? Non, un historien, c'est une base de données temporelle, un flux DB typiquement, ou des choses dans ce genre-là. Bref, pensons à base de données plutôt que fichier généré par un PC qui a fait des tests, etc. J'ai une base de données où déjà je stocke mes tests. Est-ce que cette base de données-là, je peux la connecter à SystemLink pour que SystemLink aspire la donnée et fasse quelque chose avec? Ouais, alors il faudra passer en fait par un wrapper intermédiaire en fait, principalement en Python pour que SystemLink en fait puisse savoir comment accéder à tes données. C'est techniquement possible. Ouais. C'est pas ce qu'on va recommander, mais c'est techniquement possible. Mais ce sera à faire soi-même. Oui, ça sera. C'est pas supporté out of the box. Si la question c'est ça, c'est pas supporté out of the box. Alors en fait, SystemLink, en fait, il va sauvegarder sous forme de fichier, mais en fait, il y a la partie metadata qui peut être aussi en base de données. Donc, en fait, derrière SystemLink, il y a un mécanisme de base de données où l'hébergement des données se fait à la base par fichier, mais après, en fait, toutes les métadatas des fichiers sont sauvegardées dans des bases de données pour en fait être beaucoup plus accessibles. Oui, mais tu ne stockes pas des gros fichiers. Sur les métadatas, tu vas mettre par exemple tes pas de test, tes résultats de test, etc. Mais tes données brutes, tu les mets dans le fichier, dans ton pas de test. Alors en fait, dans la base de données, en fait, il n'y a pas que les métadatas, il y a aussi en fait où sont les données pour pouvoir en fait facilement les indexer et les rechercher. Ce que je veux dire, c'est que dans un système Link, l'équivalent d'un fichier TDMS dans un système Link. En fait, tu lui uploads en fait un fichier que lui va archiver en fait dans ses instances et il en extrait les datas qu'il met dans la base de données. Il ne met pas les fichiers dans la base de données, il met ses métadatas dans la base de données et il saura en fait pour chaque channel où est-ce qu'il peut les trouver parce que l'information elle est dans la base de données. Mais ça reste en fait hébergé dans un fichier à l'origine. Mais tu es obligé de l'envoyer à un fichier. Alors, non, tu ne peux pas en fait le connecter directement à SQL. Par contre, en fait, tu pourrais en fait éventuellement créer un espèce de plugin qui pourrait exporter au travers de SystemLink des données qui seraient dans une autre base. Techniquement, c'est possible. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est possible. Ce n'est pas en fait ce qu'on va recommander de faire. J'avais quelques questions. Il y a plusieurs fonctionnalités là, qui ont été décrites, qui existent déjà. Je pensais par exemple par rapport aux calibrations via DACMX, via l'API, il y avait moyen de retrouver des infos, ce genre de choses. Pareil. En fait, on utilise DACMX en fait. C'est le même système derrière. Le client, il utilise DACMX et après, il les fait remonter sur le serveur de manière centralisée. Ok, mais du coup, ça sera tout compatible. L'information qui est accessible aujourd'hui via DACMX. Pour les produits ANI, elle est dans SystemLink, tout à fait. Ouais. Ok. Et pour la petite application web qui autrefois tournait sur Silverlight et qui permettait de voir un certain nombre d'infos, donc ça vient en remplacement, en complément. Alors, l'application, en fait, c'est un sujet intéressant. Donc, l'application Silverlight qui permettait de pouvoir. Tu parles des cibles, en fait, temps réel. Ouais, par exemple. Donc, ici, en fait, il n'y a pas de solution en fait, équivalente actuellement pour remplacer ça. Donc, la meilleure des solutions, c'est soit d'utiliser Max, soit d'utiliser en fait SystemLink. D'accord. Mais avec toute l'infrastructure qui va avec. Alors, en fait, on peut souscrire SystemLink avec la partie System Management. Okay, c'est pas obligé, beaucoup plus légère en fait, et moins onéreuse, et tu n'as pas besoin du reste. Okay. D'autres questions? Alors, il y a Cyril qui avait, je pense que c'est plus une remarque qu'une question, c'est il trouve la tarification de SystemLink floue. Et Benjamin lui a répondu que courant juillet, il aurait tout compris. Est-ce qu'il y aura un configurateur comme il y a un configurateur de châssis, est-ce qu'il y aura un configurateur de SystemLink Benjamin, tu peux répondre à la question? Je vais répondre rapidement. En fait, on va sortir une version un peu simplifiée de SystemLink qui s'adresse à en gros, lorsqu'on veut monitorer à peu près jusqu'à 25 systèmes, grosso modo, voilà, c'est exactement ce slide-là. Voilà, donc pour ça, effectivement, on va offrir un tarif relativement simple. Par contre, effectivement, dès qu'on veut basculer sur un peu plus d'utilisateurs avec un peu plus d'options, ça sera une tarification custom. Par contre, pour l'accès entre guillemets simple, est-ce que utilise près de 80% de nos clients en fait, on va offrir une tarification simple. Donc voilà, 7 500 $ pour 10 systèmes et 18 000 $ pour 25 systèmes. Voilà, sans parler d'options à rajouter ou à enlever. Donc ça, c'est la nouveauté qui a été annoncée sur NI Connect.
La question que j'avais, en réalité, elle portait plus sur dès qu'on sort de la première version. En tout cas, de ce que j'avais en tête, il y avait comme 2 versions. Une que tu pouvais installer quasiment chez toi, puis une autre, il fallait être expert IT, Kubernetes, etc. Ouais, c'est ça. Mais même sans ça, dès qu'on voulait avoir un portrait clair, ne serait-ce que pour un client, il a tant de testeurs, il veut remonter tant de données, puis il veut faire ça. Nous, on n'a jamais réussi à avoir un prix clair. Il fallait que le client final parle avec NA, etc., ce qui est très dur c'est dans la communication. un bon Est-ce que feedback. ça va être mieux géré? Ouais, c'est quoi, de ce que j'ai compris, en tout cas en discutant avec les business managers, voilà, ils ont vraiment essayé de simplifier la tarification déjà par un tarif fixe pour la version de base, entre guillemets. Après, pour les versions un peu plus avancées, de faire quelque chose de plus compréhensible et laisser un peu plus l'accès à nos partenaires, en fait. Parce que, comme tu le disais, jusqu'à maintenant, c'était un peu une machine à gaz et sans l'intervention de INI, c'était clairement impossible de pondre une offre de frais. Même pour nous, il fallait faire qu'on fasse appel en interne aux experts. Donc voilà, on essaye de simplifier tout ça pour Edin, pour la version de base, ouvrir à nos distributeurs pour qu'ils puissent eux-mêmes vendre des systèmes Link. Et puis pour les versions un peu plus complètes, également donner un peu plus l'opportunité à nos partenaires intégrateurs de proposer la solution. Il y a d'autres questions? Alors, il y a Hichem qui a posé une question. Est-ce qu'un PXI ou un Compact Rio peut assurer le rôle de serveur? Non. Réponse claire. Parce que non. En fait, la réponse, elle est sur le slide qui est ici. Je détaille un peu. Donc, comme l'a dit Benjamin, avant, il n'existait que la version du centre et la version de droite. Et on a rajouté récemment la version de gauche. Alors, pour faire très simple, les 2 versions que vous avez à gauche, on va dire que c'est le système Link pour tout à chacun. Et la version de droite, en fait, c'est le système Link, entre guillemets, pour adultes, en fait, qui principalement dépend du scaling de ce que vous voulez mettre dedans. Je vais essayer d'expliquer. Donc, vous avez les 2 versions de gauche qui sont des versions, en fait, qui tournent sous Windows. Un Windows classique ou un Windows Server. C'est-à-dire qu'associé à ça, vous allez sur notre site, vous récupérez, en fait, l'installeur de système Link et vous pouvez l'installer par vous-même. Et vous pouvez jouer avec, en fait, pendant la version d'évaluation. Et si vous voulez, en fait, jouer un peu plus, demander avec Benjamin, on peut vous générer des clés temporaires. C'est décliné récemment, en fait, en 2 versions, qui a été annoncée à NI Connect, c'est celle de gauche, en fait, dans laquelle on va la limiter pour un faible nombre de moyens et on va restreindre, en fait, les capacités qu'elle a de pouvoir faire, en fait, des choses qui sont de pouvoir centraliser, en fait, les monitoring des systèmes et le déploiement des logiciels, pouvoir faire le tracking des ressources et la calibration, et pour pouvoir faire le test et monitoring. Le test et monitoring, qu'est-ce que c'est? C'est quand Teststand ou LabVIEW, en fait, produit un test, on peut le pousser, en fait, dans TestStand et le test, il est archivé dans TestStand. Pas le fichier de mesure, en fait, je parle du résultat, en fait, de Teststand, donc un XML ou un TXT que vous générez avec LabVIEW. Et ça, c'est dans la partie de la version, en fait, System Link simple. On a la version System Link Server qui, en fait, est bien adaptée quand on va aller jusqu'à de 50 à 100 testeurs. Et après, en fait, il y a aussi un aspect dimensionnement par la quantité de data que vous allez héberger, dans lequel on rajoute, en fait, la partie data management et la partie analyse. Donc, data management, c'est-à-dire que les fichiers de mesure sont poussés vers System Link, quels que soient les formats de fichiers. Avec System Link, on supporte les mêmes fichiers que dans Diadem. Donc, on a à peu près 200 formats de fichiers supportés. Donc, on va retrouver du TDMS, de l'HDF5, du fichier de chez HBM, HBK et d'autres. On verra tout à l'heure, vous pouvez créer vous-même vos plugins si vous avez des fichiers, en fait, exotiques. Donc, on va pouvoir héberger les fichiers et lancer des routines d'analyse, soit écrites en Diadem, VBScript Python, soit écrites en Jupyter Notebook, principalement, en fait, en Python. Et la version, donc ça tourne sous Windows. Et c'est installable par commun des mortels. Il suffit juste d'avoir un peu de RAM. Une machine à 16 Go de RAM, ça donne en fait une station confortable. Vous verrez tout à l'heure, j'ai une VM là, elle a que 8 Go et c'est utilisable. Mais j'ai qu'un client qui est connecté. On va dire qu'il faut avoir une machine un peu confortable quand même. Et ça tourne sous Windows normal ou Windows Server. Et après, vous avez la version de droite. Donc la version de droite, là, en fait, c'est dès qu'on va dépasser les 100 testeurs, dès qu'on va avoir beaucoup d'utilisateurs et dès qu'on va avoir des quantités de données en fait, à stocker qui sont très très grosses. On parle de plusieurs dizaines de téraoctets. Ça ne tourne pas sous du Linux. Pardon, ça ne tourne pas sous du Windows. Ça tourne en fait sur des clusters Kubernetes. Donc du Linux en fait et derrière plus ou moins des containers un peu comme Docker, mais c'est dans une autre technologie. Ça ne s'installe pas par commun des mortels parce qu'il faut des ressources en fait IT. On va travailler en fait sur des clusters de computers qui sont dans le cloud ou qui sont on-premise avec des quantités de RAM. Pour avoir une station confortable de System Link Enterprise, il faut avoir à peu près 200-256 GB de RAM.
Vous devez avoir une belle machine. Il n'y a pas d'installeur magique. C'est pas un exe sur lequel on clique. C'est des recettes en fait de paramétrage qui vont définir ce qu'on appelle les pods en fait Kubernetes. Avec la capacité en fait, c'est que System Linux Windows n'a pas de capacité à faire par exemple du deny of service ou du délestage et pas permis de s'adapter en fait au nombre de personnes qui sont connectées au serveur. System Link Enterprise, en fait, lui, il a une espèce de gateway qui permet que s'il y a trop de demandes en fait qui se connectent au serveur, il va pouvoir en fait instancier des pods et s'adapter à la demande et rerouter le trafic en fait sur des clusters qu'il va instancier en fonction du besoin. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas du tout sur la même technologie et que ça nécessite en fait pas les mêmes personnes d'ailleurs pour la mise en place et pas les mêmes personnes pour faire la cote financière en fait comme on en parlait juste avant. Benjamin et moi, on est capable de vous faire les codes pour la version Windows. Même si la version Windows, parfois, en fonction des options, ça peut être un peu compliqué, on est capable. Celle de droite, en fait, on n'en est pas capable parce que il y a une partie, en fait, qui va être inhérente aussi à l'infrastructure du client. Il faut comprendre l'infrastructure du client pour savoir, en fait, comment on va s'y intégrer et greffer ça dans son infrastructure. Donc, pour faire très simple, c'est pas un simple prix, en fait, avec un part number qu'on va pouvoir vous mettre sur une proposition commerciale. J'espère que c'est clair. Voilà. Le prix de gosse, il est par an ou Benjamin, tu me dis si je me trompe, mais pour moi, en fait, System Link, à part exception, ça se vend qu'en souscription. Ouais, pour moi aussi, ouais. Et je pense que le prix de gauche, c'est par an. C'est par an et sans remise. Tout à fait. Il y avait une question de Maxime, je crois. Ou... Il avait levé la main, Maxime. Je sais bien, il a baissé sa main. Je ne sais pas si la question est toujours d'actualité. Il était fatigué. On excuse. Maxime, tu as eu réponse à ta question ou pas? C'était sur l'hébergement serveur, est-ce qu'ils étaient en local ou pas. Et on a répondu effectivement. On t'entend pas très bien, Maxime. Ouais. Ah, désolé. Bon, on a répondu à mes questions. Ok. Donc l'hébergement, c'est sur un serveur Windows pour les deux versions de gauche et à droite, en fait, sur un cluster Kubernetes qui peut être soit dans le vrai cloud, soit dans un cloud chez le client. C'est le client qui choisit. Beaucoup de clients dans l'aérospace défense, ils prennent plutôt l'option in-house et pas l'option en fait chez Amazon ou autre. Ce qui a du sens. Voilà, bon, je vous mets sur les slides en fait les fonctions. Ah oui, pardon, j'ai oublié quelque chose. En bas à droite, en fait, il y a une chose en plus qui n'est pas en fait dans les 6 versions System Link Server, c'est la capacité à pouvoir gérer en fait les work orders et les tests planning. C'est-à-dire ça peut en fait planifier des agendas de production de produits. Exactement. C'est une passerelle avec le MES, tout à fait. C'est utilisé en fait chez des très gros industriels chez nous en fait qui sont interconnectés avec le MES, beaucoup dans le semi-conducteur et aussi dans l'automobile. Ouais. Côté entreprise uniquement. Bon après je vous épargne le détail, mais vous avez une matrice qui explique en fait les différentes fonctions une par une qu'on va voir. Tout ce que je vais vous montrer en fait après, c'est des fonctions de base qui sont dans toutes les versions. Voilà. Alors, si on rentre en fait dans le vif du sujet par rapport à ce qu'on peut faire au travers de System Link avec les outils que vous connaissez, je vais vous montrer différentes choses et ça sera peut-être l'occasion d'étendre un peu la discussion et de répondre à des questions peut-être un peu plus précises. Donc, une des fonctions de base en fait qui est proposée par System Link, c'est l'hébergement en fait de tags. Donc, un tag, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une variable qui est stockée en fait par le moteur de System Link. C'est un peu comme une variable partagée réseau, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités. Typiquement, en fait, on va retrouver une capacité à bufferiser et historiser les données, avoir en fait de l'analyse statistique. Derrière, c'est sauvegarder sur une base de données en fait Redis pour avoir un accès plus facile pour la partie accès rapide. Et derrière, après, c'est du Mongo qui va stocker les données en fait pour la partie historique. Par défaut, en fait, dès qu'un client System Link est connecté, il pousse en fait les données qui sont du health monitoring. CPU, RAM, disque dur, et avec un update rate en fait de 5 minutes par défaut, et on peut le customiser. Ça, c'est ce qui est de base en fait fourni. Après, vous allez pouvoir créer vos tags dans l'environnement que vous voulez, parce que derrière, il y a une API System Link en fait pour lui demander de créer un tag, supprimer un tag et pousser ou récupérer en fait une donnée par un tag au travers d'une API REST. Donc une API REST, c'est les requêtes HTTP sur lesquelles on fait du post, du put, du get et post, get, j'en oublie un. Ça va m'en venir. J'ai un problème. Les méthodes HTTP? Ouais. Put, get, post. Delete. Delete. Voilà, c'est delete. Et update, il y en a d'autres. Enfin, les cas les plus connus, c'est celle-ci. Le type en fait de données que vous utilisez est limité, donc des entiers, du double, du string. C'est pas fait pour streamer la donnée. Okay. Et donc il y a une API dans la view pour pouvoir l'utiliser nativement.
dans les deux LabVIEW, le LabVIEW normal ou le LabVIEW en fait pour le web, il y a des requêtes HTTP, bien entendu. Et après, vous pouvez utiliser ça en fait dans l'environnement que vous voulez si vous utilisez ni LabVIEW ni TestStand. Donc le tag en fait c'est la base pour tout ce qui va être les dashboards et tout ce qui va être le mécanisme des alarmes. Je n'ai pas expliqué en fait, mais il y a un gestionnaire d'alarme en fait dans SystemLink qui permet de pouvoir déclencher des avertissements ou des emails quand un produit en fait atteint une date de calibration ou quand un tag en fait dépasse une certaine limite. Typiquement, une date de calibration, c'est un tag. On peut en fait créer une alarme sur un tag, donc on peut créer une alarme en fait sur des événements de type calibration qui arrivent à échéance. Donc un dashboard, c'est la capacité à créer des panneaux comme ceux que vous avez ici, sur lesquels vous prenez un objet et vous le connectez en fait à un tag, un ou plusieurs tags. Vous avez donc les dashboards de base que je vous montrerai, et après vous pouvez l'étendre avec Grafana. Ça stream toujours? Je stream. Ouais, je stream toujours. Hein. Vous voyez encore dans Teams? Non, t'es marqué comme ça. Non, je stream plus. Hein. Pourtant, je suis encore connecté au live. Je vais faire un test. Ton téléphone, Ouais, ça fonctionne Oui, de mon donc, côté. non. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. C'est bon. Oui. Moi, c'est bon. Je te vois. C'est juste de récupérer ma présentation. Ok, j'y suis. Ok. Donc, excusez-nous pour ce petit contretemps. On a une coupure réseau. Donc, oui, on peut donc créer ces fameux dashboards sans codage, soit avec les outils natifs de SystemLink, soit en fait au travers de Grafana. Donc, on a le plugin pour Grafana. Après, Grafana est soumis à licence. Et c'est un outil en fait qui est non ENI, mais qui est très populaire en fait dans le domaine des pages web interactives où il y a besoin de beaucoup d'affichage de données différentes de différents formats. Après, si vous voulez pas travailler avec le dashboard, donc quand vous allez installer en fait SystemLink, vous pouvez avec le client SystemLink, vous avez accès en fait à l'API le SystemLink LabVIEW Toolkit, dans lequel vous avez en fait une collection de fonctions assez riche pour aller manipuler les différents services qui sont proposés par SystemLink. Entre autres, en fait, les tags, dans lesquels vous pouvez, c'est ce qu'on va voir en fait ici, là, dans l'exemple qui se trouve ici, vous pouvez vous connecter au serveur. Alors ici, il n'y a pas d'identification parce qu'on est une connexion locale, mais si on était connecté de manière distante, on va rentrer l'IP en fait du serveur, les informations de connexion, soit login, mot de passe, soit en fait une API key, donc une clé publique. Et après, vous avez les fonctions en fait pour créer un tag et venir y écrire ou lire
Donc les données que vous allez en fait écrire là vont être dans System Link, et les données que vous allez écrire dans System Link, vous allez pouvoir les retrouver à ce niveau-là. Le mécanisme d'échange, là, c'est du HTTP. Ouais. Okay. Après, on a un deuxième mécanisme, c'est en fait derrière, il y a une requête HTTP, on va tout à l'heure, en fait, où typiquement tu fais un post ou un push en fonction de ce que tu veux faire, ou un delete. On a aussi en fait la capacité à faire des messages. Donc là, typiquement, on utilise RabbitMQ. Dans ce cas-là, en fait, System Link, il fait rôle de broker, et vous pouvez vous en servir en fait comme passerelle pour échanger des messages en fait entre différents environnements. Donc vous avez une API pour jouer le rôle du producteur, ou une API pour jouer le rôle du consommateur. C'est ce que je vais vous montrer dans 30 secondes. Alors, je vais juste switcher d'écran si je peux. Sur cette partie-là, ouais. S'il y a moyen de faire remonter un truc, c'est que quand on installe System Link et que RabbitMQ est déjà installé et utilisé, mais c'est simple, il flingue tout. C'est-à-dire qu'il vient écraser tous les échanges existants, il vient récupérer tous les utilisateurs existants. Je me note. Et la version de RabbitMQ, elle est détectée comme n'étant pas à jour avec des failles de sécurité. D'accord. Moi, j'ai un client, j'ai vécu d'un sur une version récente de System Link ou... Je n'ai pas installé System Link, mais j'ai installé quelque chose qui a fait RabbitMQ. Ouais. Et j'ai des soucis. D'accord. Bon, je prends l'action de. Ouais, je prends l'action de regarder ça. Ouais. Ok. Alors, je vais passer en fait rapidement. Je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble en vrai. Plus interactif. Je vais essayer de changer d'écran. Donc, je vais passer sur ma machine virtuelle. Je ne sais pas s'il va vouloir. Il faut changer d'écran. Je vais essayer. Changer d'écran. Et je vais essayer, ça veut bien, ça veut bien. Et en fait, c'est une machine qui est vierge, sur laquelle il n'y a que le System Link Server qui tourne, et il y a aussi un client. Donc on va dire qu'il est le client de lui-même. Donc comment ça se présente, System Link? Vous avez en fait en local, vous avez une IP, vous avez une page web comme celle-ci sur laquelle vous devez vous identifier et vous connecter. Donc laissez-moi entrer le mot de passe, le login et mot de passe, comme ceci. Voilà, donc là j'ai la version en fait complète de System Link Server, donc celle qu'on a vue tout à l'heure au milieu, qui tourne sous Windows et qui a toutes les fonctions d'activer. Vous avez en fait ici un ensemble de familles de produits, de fonctionnalités que vous avez retrouvées, System Management, Test Insight, mesure Data Analysis, et après un ensemble d'unités qui sont à disposition. Je ne vais pas faire en fait un tour détaillé, on va juste faire un tour très rapide. Donc dans le System Management, il y a sur ma machine là, je suis sur une machine Windows, il y a ce client qui tourne là. Ça c'est le client qui tourne, et typiquement il est connecté en fait au serveur System Link. Grâce à ça, en fait, le système apparaît ici. Donc là, j'ai un résumé en fait des systèmes que ce serveur voit. J'ai un système, une machine connectée, et après je pourrais voir en fait ceux qui ne sont pas déconnectés, ceux qui sont déconnectés, pardon, et ceux qui sont pending. Pending, c'est un système en fait qui tente de se connecter, c'est à moi de l'approuver sur le serveur. À partir de là, vous avez son nom, son IP. Vous voyez, c'est une virtual machine, et dedans après, je peux l'ouvrir. Et j'ai accès en fait à un dashboard de base dans lequel je peux suivre l'historique de la consommation des CPU, les jobs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un job en fait? C'est les fonctions, les tâches en fait de demande de reset ou de détection du matériel par exemple. Là vous avez une tendance en fait sur le hardware, donc la mémoire et la consommation disque. On va retrouver le système setting, un peu ce qu'on aurait dans du Max. On va voir les logiciels qui sont installés. Donc typiquement vous voyez en fait ici tous les packages qui sont installés sur cette machine-là, avec les feeds que je pourrais éventuellement auxquels je suis abonné, que je peux activer ou pas. Vous voyez en fait ici l'historique en fait des tâches qui ont été effectuées. Donc, tout à l'heure j'avais changé en fait avant de venir les informations temporelles. Vous avez les alarmes qui sont liées à cette machine-là et leur paramétrage. Donc vous voyez ici en fait par défaut il monitore que
la consommation de CPU sur le CPU 0 en fait doit pas dépasser en fait les valeurs qui sont à ce niveau-là. Vous avez les paramètres de temps que vous pouvez détecter. Ici, donc là vous pouvez changer la date à l'heure, et après vous avez les assets. Alors je suis sur une VM, il n'y a pas d'assets, il n'y a pas de ressources, mais si vous étiez sur un châssis PXI ou un PC avec des cartes d'acquisition, en fait vous les verriez à ce niveau-là, et après la capacité à pouvoir faire en fait des interactions équivalentes à max pour savoir les infos de calibration et la partie autotest. Et finalement, vous pourriez voir tous les fichiers qui ont été poussés en fait par ma machine sur le serveur. Donc là, vous avez un fichier CSV qui est hébergé par SystemLink de cette machine-là. On verra tout à l'heure en fait comment le fichier est remonté. Alors, si on s'intéresse maintenant aux fonctions de base, le tag. Si on regarde ici dans la partie utilité, vous avez tag. Et là, vous avez tous les tags en fait qui sont à disposition, qui sont hébergés par le serveur SystemLink. On va retrouver en fait les tags du serveur lui-même, et on va retrouver plus bas ici les tags de ma machine virtuelle, les mêmes qu'on avait tout à l'heure. Il y a un moment, il y a un tag en fait ici qui s'appelle test, qui a une valeur en fait qui est définie à 1. Alors, on va essayer de voir comment on peut interagir avec ce tag. On a différentes façons d'interagir avec ce tag. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va lancer la bio. Je vais enfin vous montrer la bio. Je vais ouvrir. J'ai la vue qui baisse un poil, donc je prends mes lunettes. Alors, hop, on va prendre ce vieil-là. Toc. Donc ici, en fait, j'ai un VI prêt à l'emploi qui utilise en fait les API que je vous ai montré auparavant. Bon, c'est pas très compliqué, hein. On a différentes façons de se connecter. Donc, on a en fait ici le login en fait au serveur. Et après, les fonctions là, on fait typiquement, on ouvre en fait une requête HTTP. Et là, en fait, on vient écrire sur le tag. Donc, ça, c'est la fonction pour écrire. On a la fonction pour créer le tag. Et on a la fonction en fait pour supprimer le tag. Donc, on va le lancer. On va créer un tag. On va l'appeler luge. Très simple. On va mettre une valeur à 10. On exécute. Et normalement, si je reviens si je fais un refresh, il est juste là, luge, avec la valeur 10. Et je peux faire la même opération de l'autre côté. Si je fais l'opération, je peux faire un write. On va lui mettre une valeur à 100. Ça fait luge. Et voilà. Et la valeur qui a été changée. Alors, pendant qu'on y est, une fois qu'on a des tags, en fait, ces tags, ils peuvent venir de différents endroits. Hein. Ils peuvent venir de la bio, ils peuvent venir d'un code qui va gérer les requêtes HTTP, ils peuvent venir en fait de testand ou autre. On a la capacité de base. Donc ça, c'est une fonction. Les fonctions en fait de tag, elles sont communes en fait à toutes les versions de SystemLink, quelle que soit l'option que vous souscrivez. On va pouvoir aller créer ce qu'on appelle en fait un dashboard. Dans la partie custom application, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut faire des dashboards ou on peut faire des web apps. Donc on verra dans une autre section en fait les web apps, comment on les fait avec la bio. Là, je vous montre juste en fait comment on peut construire un dashboard. Donc vous avez cet onglet ici. Vous pouvez demander à créer en fait un nouveau dashboard. On va l'appeler ceci. Ça. Et là, vous avez après la capacité, une fois que vous avez votre dashboard, là, vous pouvez passer en mode édition et vous avez la capacité à insérer de nouvelles tuiles. Et vous pouvez prendre en fait parmi cette barre d'objets, et vous pouvez prendre un objet comme celui-ci et aller après le mapper au tag qui va bien. Là, je viens de créer en fait mon tag associé à mon dashboard et je peux créer en fait autant de pages que je veux. Et elles vont se retrouver maintenant en fait dans la partie dashboard. Je vais avoir en fait ma famille de dashboard accessible en fait directement par une adresse HTTP que je peux mémoriser ou que je peux bookmarker. Pendant qu'on y est, on va s'intéresser à la deuxième partie de la communication, deuxième exemple. Donc ça, c'était pour les tags. Donc le tag, en fait, il n'y a pas de notion événementielle. Donc on peut travailler avec les messages qui vont utiliser en fait le broker dont on a parlé juste avant, dans lequel on peut avoir un mécanisme de client et de serveur, comme ceci. De ce côté, on a le serveur
c'est une API en fait différente et qui vient de la même palette, parce qu'on doit avoir dans Data Communication ici, on doit avoir System Link. Vous voyez la palette System Link, donc la palette pour gérer les tags, on l'a vu auparavant. Vous avez une palette pour gérer les transferts de fichiers, une palette pour gérer les messages, une palette pour gérer les alarmes, une pour les assets, une pour le test monitor, une pour la configuration logicielle, et après un ensemble en fait d'utilitaires liés au système. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer des messages en fait, au travers de la fonction ici, qui s'appelle en fait publier un message dans la librairie en fait message. Et de l'autre côté, on va faire rigoureusement la même chose, dans le sens inverse. On va en fait lire les messages qui sont dans le pool du broker. Donc je vais lancer mon client, mon master, mon serveur. Je vais écrire un message ici. Je vais l'envoyer. Et il apparaît en fait de l'autre côté, il est directement drivé en fait sur le serveur. Donc la différence avec les tags, en fait, avec les messages, on a la capacité à avoir quelque chose de plus événementiel et donc d'être plus réactif à l'échange de données. Des questions pour l'instant? Non? Une, mais qui n'a pas vraiment à voir. Dis-moi. Du coup, là, c'est une communication AMQP avec MQ. Ouais. Et le client qui est utilisé, il y a moyen de l'utiliser pour faire autre chose que du système link ou pas? Enfin, l'utiliser en tant que client MQP pur et dur, en fait. Ouais, ça va être l'authentification. Parce que c'est rappelé, il y a l'authentification basique plus système link, c'est ça? Ouais. Je vérifie. Parce que j'imagine que bon, il est disponible sur Windows, sur les plateformes Linux aussi. Ouais. Enfin, Linux, oui. La version enterprise. Côté client. Enfin, ça peut être déployé sur du Compact. Ah oui, oui. La partie client MQP sur Compact, ça serait beaucoup. Je pense que c'est possible à vérifier. Est-ce que tu veux faire quoi exactement? Tu voudrais. Pas utiliser le système link, mais avec MQ. Ok. D'accord. On va avoir passé par une bricole. D'accord. Je regarderai, je prends l'action, je regarde. Ok. Donc ça, c'était les fonctions de base qu'on va avoir en fait d'échange de système link. Ouais. Non, si, c'est quand tu le pushes, tu peux le mettre un tag. Tu peux le mettre en fait la date. Tu peux, en fait, quand tu l'envoies, en fait, il y a un timestamp. Ouais, c'est fait partie, exactement. C'est dans les metadata en fait que tu peux envoyer de manière optionnelle. Et donc tu peux savoir, en fait, quand tu lis un tag, quelle était la date à laquelle en fait il a été la dernière fois il a été mis à jour. Oui. NTP, PTP. Oui. Parler de l'élément. Il n'y a pas d'élément. Jusqu'où ça peut aller. Ok. Alors, on va revenir à la présentation. Je vais repartager mon autre écran. Je vais me remettre en slideshow. Ok. Donc, on va passer rapidement sur la partie package. Après, on va regarder la partie WebVI. Je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Je peux juste repartager. Donc là, je repartage et je vais me remettre sur mon partage d'écran. Celle-ci. C'est bon? Vous voyez mon écran dans Teams? Ouais. Puisque je retrouve. Voilà. Donc, on peut aussi, donc, dans System Link, je ne ferai pas la démo, mais on peut héberger en fait des packages qui seraient créés en fait avec la view, par exemple. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'un package, la view ou pas? Ouais, c'est la nouvelle façon de faire des installeurs en fait depuis que on a plus ou moins mis de côté la possibilité de créer des fichiers en fait MSI ou 17.exe historique. Pour faire très simple, en fait, c'est un fichier zip. Donc un package, c'est un fichier NIPKG pour le monde Windows ou c'est un fichier IPK pour le monde Linux. Donc, quand on déploie sur une cible temps réel NI, le package qu'on va créer, c'est un IPK. Quand on déploie sur une machine Windows, c'est un NIPKG. Derrière, l'implémentation en fait de l'arborescence du paquet est différente. Par contre, c'est des fichiers qui ont des extensions différentes, mais ça reste en fait un zip qui va contenir non seulement en fait, à la fois les fichiers qu'on doit déployer, les dépendances qu'on doit installer aussi, et les emplacements où on doit mettre ces fichiers. Donc les packages, on va les hoster sur le serveur, et les machines clientes qui sont connectées à ce serveur-là, en fait, on va pouvoir soit en local sur le client
eh ben, si on est connecté au serveur, les installer, soit en fait les faire tomber directement depuis le serveur vers les clients en passant par l'interface web. Donc, vous avez votre je reprends mon curseur. Vous avez ici, non, j'ai pas pris. Voilà. Vous avez votre serveur qui va se trouver ici. Vous utilisez le package manager. Donc, le package manager, en fait, lui va vous créer le package dans lequel vous allez le fichier package dans lequel vous allez mettre en fait tous les fichiers que vous avez créés et ses dépendances vont être hébergés sur le serveur. Et après, vous pouvez aller soit en local les faire tomber, soit en fait de manière centralisée les pousser vers System-Link. L'intérêt de System-Link, c'est que vous pouvez en fait déployer la même mise à jour en fait ou le même package sur différentes machines à la fois avec un seul coup. Il y a un truc installé sur le site. Ok, le client System-Link. C'est le client System-Link. Ouais. C'était l'API pour faire ça? Bien sûr. Sans Plus que... serveur. Enfin, tu es obligé d'avoir le serveur quelque part System-Link pour pousser. Ah oui. Tu ne peux pas utiliser un PC qui pousse un compact Creo. Non. Alors après, si tu es sur un compact Creo Linux RT, tu peux faire différemment. Tu peux te passer en fait de System-Link parce qu'on utilise OPKG en fait et tu peux avoir ton feed OPKG à toi. Obligé de passer par System-Link. System-Link, c'est juste que ça va te permettre une interface, en fait, une automatisation plus souple. Tu vois les versions, tu vois tout. Avec après que PKG, c'est pas que c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, comment on crée un package? Dans un projet LabVIEW, vous créez votre exécutable, vous créez votre fichier PKG pour Windows ou en fait IPK pour Linux RT. Pour cela, en fait, on utilise le package manager. On va voir après, il y a un slide après qui est intéressant. Si c'est en fait un installeur third party, vous créez votre installeur. Et après, en fait, vous le buildez typiquement avec le package builder. On a différentes options pour créer des packages. Alors, le slide ici n'est pas à jour, il faut oublier le NXG, mais en fait, c'est la même chose. En fait, tous les outils que vous voyez là, on peut créer des packages dans le package builder, on peut créer des packages dans LabVIEW, on peut créer des packages dans TestStand. Ils utilisent tous le même outil en fait en arrière-plan qui est le NIPKG.exe. C'est un exécutable en ligne de commande en fait, et vous pouvez tout faire à partir de ça. Et ces outils-là, c'est juste en fait des surcouches graphiques pour driver l'implémentation des packages. Pourquoi c'est de la ligne de commande? Parce qu'en fait, de plus en plus, nos clients ils font du CI/CD, donc de l'intégration continue, du développement continu, et donc ils automatisent en fait à partir du versionning de leur code, le déclenchement en fait d'opérations de pipeline avec du Jenkins et autres pour créer les packages automatiques. Voilà, la version manuelle, et ça répond en fait à ce besoin-là. C'est-à-dire que vous développez dans TestStand, vous développez dans LabVIEW, dans l'environnement que vous voulez, vous pushez en fait dans votre environnement de versionning, GitHub par exemple. Ensuite, en fait, ça va déclencher des pipelines, par exemple dans Jenkins, qui vont en fait implémenter le package builder et après pousser en fait par de la requête HTTP ou par du LabVIEW en fait le paquet directement dans System-Link pour qu'il soit mis à disposition pour la machine Windows ou la machine Linux RT sur laquelle vous voudriez installer vos outils. Ça parle à tout le monde, le process de l'intégration continue, développement continu, ou pas du tout? Oui. Il y a Olivier qui fait des formations. Bon, ok. Alors nous, en fait, si vous regardez, si vous allez sur anid.com/download, quand vous récupérez un logiciel, si vous regardez l'historique, il y a un moment, en fait, on a changé le versionning de nos softs. Ça correspond à peu près au moment où on a développé une... Alors, je ne peux pas dire la sûreté de performance parce qu'on l'utilise encore un peu. Mais en fait, on l'utilise encore un peu pour des raisons historiques. Mais du coup, en fait, voilà, il y a 2021, il y a vraiment le franchissement où tout est passé en fait en CI/CD. Et donc maintenant, on fait des deliveries à intervalles réguliers de nos softs, ce qui est différent d'avant. Avant, on avait une grosse release chaque année. Maintenant, en fait, on pousse des versions au fil de l'eau et on est capable d'être beaucoup plus réactif. Typiquement, en ce moment, je travaille sur un gros problème pour un client. On est capable d'être beaucoup plus réactif pour implémenter une fonction, en fait, s'il y a besoin, que c'est un très gros impact, ce qui était très difficile en fait, à faire auparavant. Donc ces outils-là aussi, nous, on les utilise en fait pour nos propres outils. Question, Nicolas? Non. Ok. Donc ça, c'est la partie en fait hébergement des packages qui à la fin tomberont sur les nœuds systèmes qui sont connectés à System-Link où tourne le client. Là, je vais passer un peu plus de temps. C'est une fonction intéressante et je pourrais vous faire la démo. C'est voir comment on peut créer des applications web avec LabVIEW sans rien connaître au CSS, ni au HTML, ni au JavaScript. Ça, c'est un sujet intéressant. Donc, il y a un outil qui s'appelle LabVIEW GWeb qui permet de pouvoir créer en fait ce genre de dashboard qui va tourner dans n'importe quel browser et ne va dépendre d'aucun runtime. C'est du web pur et simplement. Alors moi, je sur GWeb, il y a quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui parmi
Mathias Velo, Ok. qui est un gros utilisateur de la vue web, et Il a des. qui est très en attente de la part de NI sur des évolutions, mais Ok. Alors, c'est un développeur web à l'origine ou c'est un développeur c'est LabVIEW? un développeur LabVIEW. C'est un développeur LabVIEW. C'est un LabVIEW champion. D'accord. Mais je passerai son contact. Ouais, avec Il plaisir. sera content de parler NI Package et Avec plaisir. Du web embarqué sur une Raspberry pour avoir. Ouais. Il manquait quelques. Donc, avec la version, développé avec la version web. Comment c'est tôt, mais Ouais. Alors, on va être très honnête avec Benjamin. En fait, la version de la Vue Web, c'est un split en fait de la Vue G sur lequel en fait. Ouais, exactement. En visible, ouais, tout à fait. Ils ont retravaillé des choses, mais en fait, c'est un split en fait de ce qui est. On n'est pas parti from scratch. Tout à fait. Alors, pourquoi j'en parle de là? Parce que j'en parle ici parce que ça s'intègre assez bien au système Link. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a créé en fait un package avec une appli web app, on va pouvoir en fait avec un clic l'héberger dans System Link et accéder en fait à son environnement System Link depuis sa fenêtre dédiée. C'est du LabVIEW. Alors c'est pas le même LabVIEW que vous connaissez, hein, pour ceux qui connaissent pas. Quand j'ai entendu parler d'NXG ou du web module de NXG, c'est les mêmes règles de codage, c'est juste que l'environnement est un petit peu différent. On est plus sur un environnement projet que sur un environnement en fait un peu plus brut, un peu plus natif de LabVIEW tel qu'on connaît depuis longtemps, dans lequel vous pouvez créer des IHM avec une bibliothèque assez intéressante. Et après, vous avez la capacité à pouvoir créer du code derrière. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ça utilise en fait des technologies web pures, c'est-à-dire que quand vous allez compiler votre application, il va vous créer du HTML, il va vous créer du CSS, il va vous créer du JavaScript. Pour faire très simple, le HTML, en fait, c'est les objets qui vont s'afficher sur la face avant. Le CSS, c'est le style, c'est la couleur, les rendus, le fondu de l'affichage. Il y a des personnes qui sont très très fortes en CSS, mais ça demande des compétences en fait très spécifiques dans le monde du web. Et après, le JavaScript, c'est la partie dynamique en fait de l'IHM. Donc, développer une application web, ça demande des compétences qui sont assez loin de ceux qui font du LabVIEW, même si sur son temps libre, on peut s'y intéresser, c'est très, très déconnecté. Cet outil-là, en fait, permet de s'épargner cette partie-là, sachant qu'on a le code à la fin et que si on a quelqu'un qui connaît le HTML, CSS, JavaScript, on peut le customiser s'il en a envie. Ok, impeccable. Merci. Voilà, donc on peut customiser le look and feel en allant modifier le HTML. On peut modifier la partie dynamique en allant modifier le JavaScript, ce qui permet, en fait, comme on supporte JavaScript nativement, de pouvoir récupérer des scripts Java et les mettre en fait dans la view directement. Tu peux la. Exactement. En fait, il y a ça. Il y a le JSLI, le JavaScript Library Interface, où c'est comme une DLL. C'est comme une DLL ou comme en fait un VHDL Node en fait, on a vu Java. Vous pouvez directement claquer votre code Java en fait dans la view et il va devenir interactif en fait sur votre IHM. Et après, vous pouvez en fait customiser le style. Donc le style, c'est la couleur et l'apparence en fait de votre page web. Alors, quel est le lien avec SystemLink? Donc SystemLink en fait, il peut hoster en fait ces fichiers-là. Donc vous avez deux chemins en fait. Ce que vous générez avec la Vue Web, vous pouvez l'hoster sur n'importe quel serveur web. Vous avez une box chez vous qui est un serveur HTTP Apache, vous pouvez l'hoster. Vous avez une cible NIRT qui fait tourner le serveur web NI, vous pouvez hoster. Et vous avez SystemLink, vous pouvez hoster. Et si vous hostez dans SystemLink, vous avez accès en fait dans l'API Gweb à des fonctions pour communiquer avec SystemLink lui-même. Et donc aller interagir avec les tags, les messages et autres. Donc ça va marcher comment? Vous avez en fait votre serveur qui va tourner, vous avez votre client. Et votre client, en fait, il va utiliser des requêtes HTTP, des requêtes de SystemLink, pour aller interagir avec le serveur et lui renvoyer ses réponses et faire le rendu graphique de ce que vous allez manipuler. En fait, les mêmes fonctions tout à l'heure dans le vrai LabVIEW, dans le LabVIEW historique, pour manipuler les tags et pour manipuler les messages. Ça veut dire que vous pouvez faire une page interactive qui était hostée par SystemLink et qui interagit avec lui-même. La différence, c'est que le diagramme ressemble en fait à ce genre de choses-là. Donc, c'est un diagramme un peu plus léché que ce que vous avez dans LabVIEW, mais les règles de codage sont les mêmes. Les fonctions à disposition sont un peu plus légères. Serveur SystemLink, le serveur web ou n'importe quel type de serveur. Et donc, on crée son VI, je vais vous montrer après, on build, on déploie sur le serveur et après, on s'y connecte
à distance. Je vais vous épargner ça, c'est pas hyper intéressant. Voilà. Tac. Avec le JavaScript librairie, vous avez la capacité en fait à pouvoir mettre des choses qui ne sont pas supportées par la bio de base, telles que des maps, comme ceci. Donc à partir du moment où vous avez du JavaScript, il n'y a quasiment pas de limite. Et on a en fait pas mal d'exemples. On a une page web que je vous montrerai après, dans laquelle vous avez des exemples en fait qu'on met à disposition pour appeler les différentes technologies du JavaScript, du CSS, comment appeler en fait un web server, comment faire du WebSocket, comment customiser en fait avec du CSS et plein de choses très diverses et variées. Alors je vais revenir en fait à mon système Link. Oui. Imaginons qu'il y ait des gens qui veuillent faire du JavaScript et qui ne veuillent pas passer par GWeb. Et il y a des API qui sont dispo en JavaScript. Bien sûr. C'est le chapitre d'après. Okay. En fait, l'API, on va le voir, l'API systémique, en fait, c'est une API web, elle est accessible à tous. Et donc, tu peux l'attaquer en JavaScript. Documentée, publique, elle est même dans le serveur en lui-même. Je vais te montrer. Je anticipe. Je vais faire la partie d'après, je ferai la démo après, ça m'évitera de changer d'écran, si vous le permettez. C'est parce que ça répond à ce que tu veux, la question que tu poses, en fait, elle est directement là. Je vais y revenir, comme ça sera dans la foulée et je n'aurai pas à switcher d'écran. Donc, voilà. Donc, je vais sauter celui-là. On fera en dernier. Partage mon écran ou pas? Non? Voilà. Non. Ah, mince. Bon. C'est chaud de jongler entre différents écrans. Il est là. OK. Je vais directement passer au dernier chapitre, comme ça va répondre à ta question. Et il y aura un exemple JavaScript. Non? Non? Non, c'est pas. Non, c'est pas celui-là. C'est parce que j'ai arrêté je suis plus en mode slideshow. Voilà. Et là, je vais pouvoir le choisir depuis mon partage. Parce qu'il y a de l'argent à se faire, donc quelqu'un qui développera un truc bien ergonomique pour pouvoir switcher dans les environnements quand on fait une présentation. Je pense que c'est ça. Vous voyez là ou pas? Ouais, c'est bon. OK. Alors j'avance un tout petit peu, je me permets, je reviendrai ça à la fin s'il me reste un peu de temps. Voilà, pour répondre à la question de Nicolas. Donc, dans System Link, en fait, toute la magie que vous avez vue de la view GWeb, ça passe par des API web. Okay. Donc, une API web, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une requête HTTP qui est accessible par le serveur, qui est exposée par ce serveur, qu'on peut consommer dans du code G, par du Python, du JavaScript, depuis ce que l'on veut. C'est totalement agnostique de l'OS et c'est agnostique du langage en fait dans lequel on va l'attaquer. Absolument agnostique. Donc ça peut être pris en compte dans du Python, typiquement, dans du LabVIEW ou dans du JavaScript. Pour faire très simple, en fait, vous avez le serveur qui attend ses requêtes HTTP, donc qui passe par du protocole bien connu, donc HTTP ou HTTPS. Donc les plus connus, ça va être create, read, update ou delete. Donc soit pour créer des objets, soit pour les mettre à jour, soit pour les supprimer. Et donc, quand est-ce qu'on utilisera les requêtes HTTP? Soit parce que en fait, la fonction LabVIEW qui fait ce dont j'ai besoin dans System Link n'existe pas. Parce que l'API LabVIEW en fait, n'exhibite pas toutes les fonctions, parce que l'API est assez riche. Donc, c'est qu'un substract de ce que System Link permet de faire, même l'API LabVIEW natif. L'API LabVIEW System Link, GWeb, pareil, en fait, elle limite les API. Et donc, vous avez en fait accès à une API beaucoup plus riche que ce que LabVIEW propose de faire. Donc, à partir du moment où vous êtes en dehors de ce scope-là, ou que vous avez un environnement dans lequel il n'y a pas une librairie prête à l'emploi, bah, vous allez attaquer l'API en fait en direct. Et c'est documenté. On va voir en fait qu'avec le serveur, il y a une page dédiée qui s'appelle, donc à l'adresse IP du serveur, qui s'appelle /any-apis, dans laquelle en fait on voit toutes les API disponibles. Elles sont rangées en fait, je vais reprendre mon curseur, elles sont rangées par famille là. Ici, je peux choisir la famille, la librairie, et après avoir accès en fait à chacune des fonctions. Et qu'est-ce que je peux faire de manière interactive? J'ai la documentation de l'API. J'ai la capacité en fait à voir les paramètres de la fonction qui m'intéresse et de pouvoir la tester en live. Et je vois la vraie requête qui est envoyée. Et cette requête, en fait, j'ai qu'à la prendre, à faire un copy-paste et à la claquer en fait dans mon code qui va bien. Et donc, pour répondre à la question, ici, j'ai un exemple JavaScript. Ça, c'est un exemple JavaScript. Alors, on ne voit pas très bien, mais typiquement, je viens lire en fait alors, si on regarde ici, là, ici, là. Ici, je viens manipuler les tags any tag et je spécifie le nom du tag. Et là, je viens récupérer en fait la data que je veux lire en fait sur mon tag directement depuis JavaScript. Et ça fait la même chose que si je fais ça en LabVIEW. Tout à l'heure, je vous ai montré en LabVIEW comment manipuler les tags avec l'API System Link de base. Et bien là, en fait, j'utilise les fonctions HTTP de LabVIEW
pour aller adresser en fait un tag qui est spécifié ici, là, pour aller récupérer la valeur du tag. Donc, je vais récupérer du texte et c'est après à moi en fait d'extraire de la requête de la réponse ce dont j'en ai besoin. Parce qu'en fait, la réponse ne va pas me donner la valeur du tag. La réponse va me donner en fait un retour HTTP dans lequel le tag est intégré. Et les métadatas qui vont bien. Donc là, vous avez la fonction en fait de read et là, vous avez la fonction de write. Donc ça, c'est les fonctions de base en fait de la view pour manipuler l'HTTP. Je me connecte, je construis ma requête. Il y a quelques passages de paramètres à faire parce qu'il faut spécifier le format de la requête. Et après, en fait, on vient ici, là, typiquement, j'ai l'adresse en fait qui est spécifiée ici, l'adresse du tag. Et là, je spécifie la valeur du tag et les metadata que je veux publier en fait au tag. C'est plus compliqué à utiliser que les API natives. Par contre, c'est beaucoup plus flexible. Et à partir du moment où je sais faire ça, en fait, je peux tout faire. D'accord? Ça répond à la question? Ouais, clairement. Même le fait d'avoir Swagger, c'est avec service sur la gâteau. Swagger, c'est très très pratique. Je ferai une démo juste après. Combien de temps il me reste, Olivier? 15 minutes. C'est bon, j'ai le temps. Ok. Allez. Un peu moins de temps. Ouais, ok. Je pense que je vais pas tarder de finir. Dernière chose, je vais revenir au chapitre d'avant et après je ferai la démo, ça sera la conclusion. Voilà, la dernière chose que je voulais montrer, c'est celle-ci. Donc, les plugins en LabVIEW. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec LabVIEW? On a beaucoup de clients qui nous demandent, je sais que parmi nous, il y a pas mal d'intégrateurs, qui nous demandent en fait ces fonctionnalités-là, et à chaque fois, on est un peu embêté chez Annie pour trouver des ressources en fait qui ont ces compétences-là. Donc, c'est quoi un plugin? Quand vous allez pousser en fait un fichier à SystemLink, un fichier de mesure, un TDMS, typiquement, SystemLink, en fait, il sait comment lire le fichier pour en extraire les métadatas et les rendre accessibles facilement depuis SystemLink. Je vous montrerai après comment je vais pousser un fichier et comment SystemLink peut me montrer ce qu'il y a dans le fichier. Et ça, il le sait parce qu'il connaît en fait le fichier TDMS. Et il connaît le TDMS parce qu'il y a un data plugin qui fait ça. Okay, et il y a des clients qui ont des formats spécifiques et il n'y a pas de data plugin qui fait ça. Vous allez me dire, Eni pourrait le faire. Alors en fait, Eni a publié 200 data plugins différents. Donc ces data plugins, c'est la plateforme commune entre Diadem et SystemLink. C'est les mêmes data plugins. Si vous avez le data plugin pour Diadem en fait sur la machine et qu'il y a SystemLink, les deux en fait partagent le même plugin, ils savent lire les mêmes fichiers. Exemple, du HDF5, on le supporte à la fois dans Diadem et dans SystemLink. Du HBM HBK, du PNRF, idem. Ici, il y a beaucoup de clients en fait qui ont des formats en fait exotiques. Et ben, il faut un data plugin et c'est là en fait parfois on pêche par les ressources qu'on a mises à disposition en fait pour faire data plugin et parfois on cherche des partenaires pour ce genre de besoins. Alors, pour faire très simple, ça c'est SystemLink. D'accord? Vauban pousse les fichiers là-dedans. SystemLink les héberge, les expose et comme il connaît en fait la nature des fichiers grâce au plugin, il peut les exhiber depuis l'extérieur pour les manipuler localement avec du Python, pour les manipuler depuis Diadem ou pour les manipuler depuis un outil d'analyse qui utiliserait des requêtes HTTP pour accéder aux data. Mais pour faire ça, il faut que Diadem connaisse le format du fichier. C'est pour ça en fait qu'on a typiquement le plugin. Et donc le plugin, c'est rendre un fichier compréhensible de point de vue SystemLink pour en extraire ce dont on a besoin. Ces plugins sont utilisés dans Diadem et dans le Finder de SystemLink. Et c'est grâce à ça en fait qu'on peut rechercher une donnée par fichier, par date, par opérateur, par serial number, par ce que l'on veut. Et même un data plugin Diadem aussi. Exactement, c'est le même plugin en fait. Et alors, je ne peux pas trop parler de Diadem ici, mais Diadem, en fait, disons que c'est notre super Excel, pour ceux qui ne connaissent pas cet outil chez Annie. Diadem, il peut manipuler des fichiers qui sont locaux. Et Diadem, il peut être connecté à SystemLink et manipuler des fichiers qui sont dans SystemLink comme s'ils étaient locaux. Diadem, en fait, ça peut être le super front-end en fait, de SystemLink. SystemLink est le back-end et Diadem est l'interface graphique et manuelle pour aller mettre au point du processing en fait, avancé. Et c'est pour ça en fait qu'ils partagent la même plateforme en fait de plugins. Alors, si on s'intéresse au fonctionnement, le fichier en fait va être poussé dans SystemLink. Grâce au plugin, en fait, le fichier est préprocessé et grâce à ça, il peut être indexé. Et comme il est indexé, on peut le miner. Et comme on peut le miner, on peut exécuter en fait de l'analyse avec du Python, du JavaScript ou autre. Et le plugin, il sert à faire ce travail-là. 3 façons de faire des plugins. Du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est LabVIEW. Pardon, le plus simple, c'est Python, excusez-moi. Le plus simple, c'est LabVIEW. Le plus simple, c'est Python. Après, c'est LabVIEW. Et après, c'est Python. Et je vous fais du plus lent au plus rapide. Le plus lent, c'est LabVIEW. Non, le plus lent, c'est Python. Après, c'est LabVIEW. Et après, c'est C++. Du plus lent au plus rapide. Donc, en fonction de la taille des fichiers que vous manipulez, vous allez préférer en fait une technologie ou une autre. Si vous avez un fichier qui est hautement imbriqué avec du binaire qui est très encapsulé,
Le Python, il va avoir du mal. LabVIEW, ça va être compliqué. Ça va être non seulement compliqué à implémenter, mais aussi ça va pas être hyper performant. C'est pour ça que vous partirez directement avec du C++. C'est pour ça que vous avez différentes possibilités. La plupart des cas, en fait, LabVIEW répond bien. Et pour ça, en fait, on a la capacité donc à créer ces plugins qui sont capables de comprendre le fichier et d'exposer les données dans le format TDM. TDM, en fait, c'est le format que SystemLink et DNM attendent. C'est le data model pour pouvoir les exhiber en fait depuis l'extérieur et faciliter le minage et l'analyse. Il y a un toolkit pour développer. Alors, il n'y a pas un toolkit, il y a une KB en fait qui avec une librairie qu'on peut récupérer et qui donne des squelettes en fait sur lesquels on peut partir. Donc, il y en a un en fait en Python, il y en a un en LabVIEW et il y en a un en C. On va dire en Python, c'est plutôt une recette de cuisine. En C++, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut passer par Visual Studio en fait et s'il faut connaître, enfin plutôt bon en C++. Et en LabVIEW, c'est pas hyper compliqué. Il n'y a pas de plugin pour un engagement. Pareil. Donc, le but du jeu, c'est d'attaquer, c'est de passer d'un format random vers du TDM. Alors oui, c'est exactement ça. Exactement ça. En fait, dans Diadem, quand tu as accès aux données d'un fichier, dans le data portal, ce que tu vois, en fait, c'est le nom du fichier, quand tu es sur un fichier, le nom du fichier, les groupes et les channels. Le data portal expose des groupes. Exactement. Mais si tu travailles sur un seul fichier, le data portal, en fait, il va te montrer, si tu as tout le fichier dans le data portal, il va te montrer le fichier, ses métadatas, les groupes, les métadatas du groupe et les channels, en fait, et les métadatas des channels. Et donc, quand tu as un fichier XYZ, ton plugin, en fait, il doit faire ça. Il doit permettre, en fait, il expose une API depuis Diadem ou SystemLink, permettant d'aller identifier quels sont les groupes, où il y en a, où ils sont, comment ils s'appellent, métadata associés, et combien de métadata, et après les channels, quelle taille, comment, combien, ainsi de suite. Et que ce soit du Diadem ou du C, du C++, du LabVIEW ou du Python, c'est pareil. C'est juste que l'interface est différente. C'est plus facile à coder en Python et en LabVIEW. Par contre, c'est moins efficient. Je travaille actuellement sur un projet un peu compliqué où les fichiers sont sont énormes, ont plusieurs gigas. C'est du binaire encapté, encapsulé et tout. C'est un truc, je ne sais pas comment ça peut être imaginé. Et en LabVIEW Python, c'est très lent. En C++, c'est plus acceptable. Parce qu'après, le temps d'importation du fichier, en fait, quand il va être indexé, que ce soit Diadem ou que ce soit SystemLink, bah, c'est typique, c'est de la puissance brute, en fait, parce que naviguer dans des fichiers, rien que pour trouver les noms, ça peut être compliqué, quoi. Parce que le fichier est mal designé dès le début. OK, alors je vous propose de finir avec SystemLink. Donc, vous montez 3 choses et après, j'aurai terminé. Donc, je vais switcher d'écran une dernière fois, je m'en excuse. Ouais, OK, merci, c'est sympa. Je parle beaucoup. Steam Tower, moi, il ne dit jamais ça. C'est parce que c'est ma première, c'est pour ça. Il n'ose pas. OK. Alors, je vais revenir à mon SystemLink. Alors, 2 choses. La première, l'histoire de file que je vous ai montré, que ça fasse à écho à ce que je viens juste de parler. Donc, ici, vous avez les tags, hein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et là, vous avez les files. Okay. Donc, ça, c'est les fichiers qui ont été poussés à SystemLink. Je vais vous montrer comment on peut pousser des fichiers de 2 façons. Soit en manuel, et on va voir en fait comment le TDM fonctionne, soit avec test stand, et après éventuellement avec LabVIEW. Et je pense que et après on fera juste GWeb et j'aurai fini. Alors regardez, ici là, vous pouvez faire un upload d'un fichier à la main. Donc je vais aller chercher un fichier que j'ai en local, fichier TDMS, qui s'appelle non, alors il est où? J'ai mis. Ça, je l'ai mis. Je vais maintenant préparer ma recette de cuisine. Ah, il est là. Bah, je ne trouve pas le bon dossier. Donc j'ai un fichier TDMS que je vais envoyer. Et donc maintenant, en fait, ici, vous voyez, ce fichier il a été poussé. Donc je peux le pousser à la main, parce que par défaut, en fait, SystemLink héberge ce qu'on appelle des indexeurs. Donc il a un indexeur, son propre index, on lui pousse les fichiers, et après il pourra indexer sur des dossiers locaux ou des dossiers sur le réseau. Il va le faire automatiquement. Et une fois que j'ai indexé un fichier, grâce au data plugin, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller preview le fichier et voir ce qu'il y a dedans. Ça, c'est parce qu'il y a le plugin.
À partir du moment où vous avez un plugin, vous pouvez faire ça. Et après, vous pouvez faire tout le reste, toutes les fonctions d'analyse qui vont venir. Pousser un fichier, on peut le faire à la main, on peut demander à système de l'aspirer, ou on peut le faire par l'API. Une API, on peut faire un upload en fait, d'un fichier. Deuxième chose, pardon. Ouais. Tu sais quelle librairie graphique est utilisée pour les graphes? Non, pas du tout. Ça ne te plaît pas? Non, je veux savoir comment servir après. Okay. Deuxième chose, comment on peut pousser des fichiers? Vous connaissez Testand, plus ou moins? Donc Testand, c'est notre séquenceur de test qui, en fait, grosso modo, va dichotomiser une séquence de test avec des petites fonctions unitaires qui peuvent être écrites en LabVIEW ou pas. Je vais vous montrer un exemple ici. Donc ça, c'est un test en fait de carte mère, c'est la démo de base de TestStand. On a une carte mère de PC, vous allez voir qu'on va tester, on va simuler le test de la ROM, de la RAM et de la vidéo. Et je peux demander en fait à des tests qui vont failer. Donc, quand je fais un test, comme ceci, je vais rentrer un numéro de série, disons A234 par exemple. Voilà, c'est le numéro de série du jalais. Voilà. Donc là, la séquence va se lancer. Je veux dire que tout est bon. Et là, vous allez voir, en fait, je vais vous montrer après comment Testand est configuré pour déléguer System Link. Avec deux clics, là, en fait, le rapport Testand que vous allez voir là, donc à la fin, en fait, d'une séquence Testand, en fait, il y a un rapport de traçabilité qui est généré. Ça va bien. Un petit peu en parallèle. Donc, dans Result Processing, ici, j'ai activé, en fait, le plugin System Link et automatiquement, en fait, il va automatiquement envoyer le rapport vers le System Link directement. Et il va aussi envoyer deux choses que je peux mettre en option. Il va envoyer le rapport des assets, des ressources connectées au banc, et le rapport des logiciels connectés au banc au moment du test. Dans mon cas, je n'ai pas d'assets, donc je n'ai pas de fichier asset, mais j'ai un fichier de rapport. Et si on regarde, en fait, ce fichier-là, c'est un fichier XML, et qu'on retourne dans System Link, et qu'on va au niveau des fichiers, vous allez voir en même temps qu'il y a un nouveau fichier en fait, XML qui a été poussé, et un fichier CSV. D'accord? Donc, il a automatiquement sauvegardé. Et en plus, si on regarde le package de test, donc qui est une fonction à part, on regarde dans les résultats, on va voir qu'il y a deux résultats qui sont à disposition. Un que j'ai fait tout à l'heure, qui a le numéro de série 234 avant de faire la session, et un qui s'appelle Luge. Et dedans, en fait, je peux avoir accès typiquement aux résultats individuels de chacun des tests. Le nom du test, la durée du test, les valeurs min-max, tout ce qui vient en fait du rapport test-100. Je ne vais pas faire la démonstration ici, mais à partir de là, j'ai des outils en fait pour faire de l'analyse avec des dashboards et faire de l'analyse de tendance. Savoir pourquoi il y a des déviations en fait sur des limites et faire de l'adaptation en fait sur ma ligne de production en fonction de conditions externes sur le doute qui évolue ou autre. C'est clair pour l'instant? Ouais. Voilà. Et alors, je vais finir avec une dernière chose, la partie Gweb, et après j'aurai fini. Donc, vous avez une page dans System Link. Tout à l'heure, je vous ai montré les dashboards. Ici, partie custom application. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une web app qu'on va aller héberger ici. Donc, pour cela, on va lancer, je ne l'ai pas ouvert, la version LabVIEW Gweb. Un projet prêt à l'emploi, on va le builder et on va l'instancier. Donc, je dois avoir un projet dans le pipe ici, voilà, Open Project, celui-ci là. Donc là, il a deux sous-projets en fait, deux web apps différents. On va prendre le premier pour faire très simple. On va prendre la basique là, ici. Donc dedans en fait, il y a une page en fait d'index. Il y a donc c'est cette page là. Il y a ce VI là, donc cette face avant là. Donc avec 3 hyperlinks. Donc chaque hyperlink en fait va pointer vers une sous-page de mon projet. Donc là, je vais cliquer sur Read Tag, ça va ouvrir ce VI là. Le read write va ouvrir ce VI là et le read TDMS va ouvrir ce VI là. Derrière, vous avez du diagramme, hein, c'est du LabVIEW classique. Donc là, il n'y a pas de code, hein, c'est que des hyperlinks. Celui-ci est un peu plus compliqué. Donc là, vous allez voir, en fait, il y a de la lecture de tags qui sont hébergés par System Link. Derrière, on a un vrai diagramme LabVIEW. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va aller ici, sur la droite, et on va faire un build de l'application. Voilà, on va faire un build. Donc là, il a buildé l'application. Il se trouve ici. On va aller la trouver dans le dossier. Il m'a créé un fichier NIPKG. Il se passe, je retourne dans System Link. Je vais aller importer ma web app. Je peux en importer autant que je veux. Ceci,
Voilà. Donc, alors il me dit un workspace. Qu'est-ce que c'est qu'un workspace? En fait, avec System Link, vous pouvez avoir des centaines de machines qui sont connectées et vous pouvez les siloter pour dire ces machines-là, c'est le workspace X, ces machines-là, c'est le workspace Y, et donner des droits à des personnes pour qu'elles accèdent uniquement aux machines auxquelles elles ont le droit d'accéder. Quand je parle machine, c'est machines et les fichiers qui sont associés. Donc, vous pouvez sécuriser en fait votre lake pour associer des ressources qui sont gérées par System Link à des personnes en fait différentes. Je n'ai pas précisé, mais typiquement, System Link est compatible avec toutes les technologies d'identification qu'on va retrouver, OpenID, Active Directory et autres, toutes les technologies classiques en fait de nos clients. Donc à partir de ce moment-là, en fait, vous avez, j'aurais pu mettre un joli nom, là, je l'ai pas fait. J'aurais pu donner un nom un peu plus sexy à ma page web et une description. Et là, vous avez en fait une page web qui s'affiche dans lequel vous retrouvez en fait le VI que j'ai construit juste avant. J'ai pas dû prendre le bon truc parce que j'ai pas pris le bon VI parce que c'est pas ce que j'avais buildé. J'ai dû important aussi, je crois, non? Ah oui, j'ai pas cliqué sur le. J'ai dû prendre le complet. Ah, toc, toc, toc. Non. Toc. Je vais pas. Bon, je vais pas m'apesantir là-dessus. Donc voilà comment vous pouvez créer en fait votre page web directement avec la Vue.js Web sans connaître encore une fois le JavaScript et le CSS. Alors j'ai fini pour la démo, je reviens sur mes 2 derniers slides et j'arrête. J'arrête de parler. Okay. Partage mon écran. Partage, oui, c'est bon. Non, je sais afficher là-bas, je veux dire. Je vais partager. C'est juste que. J'ai Teams qui rame à mort. La machine qui est au bout de sa vie. Là. Ok. Je ne sais pas quel écran prendre. Parce que. La machine est au bout de sa vie. Non. Tu les as de tête, si tu peux les faire. Oui, je vais les faire à tête. Donc en conclusion, ouais. Au moins, ils sont ici, mais bon, la conclusion, c'était, si je peux changer de slide peut-être. Bon. Ouais, je crois qu'ils vont passer à monter sur Mars. Là. Ouais, bon. Bref. Donc en conclusion, tout ce que j'ai présenté là, en fait, j'avais associé quelques liens que vous pouvez retrouver et que j'avais mis dans un mail que j'ai envoyé ce matin. Je pense que tu les publieras sur la page du Luge. Vous avez en fait, donc ce qui est intéressant pour les personnes qui ont des licences actives de la Vue par exemple, vous avez des trainings en ligne en vidéo disponibles gratuitement en fait pour vous former à System Link. Toutes les fonctions qu'on vient de voir là, la partie les tags, les fichiers, system management, comment créer un package, comment créer un VI Gweb. On a aussi des vidéos très bien faites sur la partie Gweb. Nous en fait avec Benjamin, notre niveau, c'est que c'est de plus en plus utilisé. Je ne peux pas vous dire qui, mais il y a beaucoup de grands noms en fait, de l'aérospatiale. Alors, ils vont pas utiliser System Link dans leur intégralité. Certains vont se focaliser plutôt sur la partie comment faire. J'ai 50 Compact Trio pour faciliter leur réplication. J'en ai marre de travailler avec le RAD et d'aller avec 50 fois sur une clé. Voilà. D'autres vont servir du système management typiquement pour et les tags pour centraliser en fait des données qui sont exhibées sur des afficheurs en fait génériques sur des bandes test pour avoir des métriques en fait et des KPI de manière globalisée. D'autres vont vouloir en fait sécuriser leurs données.
donc que les données soient sauvegardées dans System Link pour qu'il y ait un seul et même endroit et pour pouvoir automatiser la recherche des données et leur exploitation, soit avec Diadem, sachant que System Link est le réceptacle, soit avec des routines en fait qu'ils implémentent en VBScript ou en Python, et d'autres aussi s'en servent pour tracer en fait les ressources et gérer le parc en fait hardware qu'ils ont dans leur structure produit ENI et pas que produit ENI. Donc c'est un produit qui est un tout, mais après en fait on peut souscrire en chacune des fonctions par rapport aux besoins de chacun. Ce produit s'écarte un peu du fonds de commerce de ENI quand même. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que c'est ce que j'ai pensé au début quand j'ai vu ça. Et au final pas tant. Parce qu'en fait pour la petite histoire, moi j'ai vu System Link grandir, j'étais plus chez ENI et je me suis dit mais je comprends pas bien. Je comprends pas bien en fait et à la fin il y a une certaine logique parce que les clients qu'on dessert que je dessert moi c'est des grosses infrastructures, des gros clients et eux ils ont des organisations, ils ont beaucoup de bandes tests et pour eux ça a une vraie valeur et moi je sais que dans ma vie d'avant j'ai développé des frameworks en fait test stand qui ont été déployés sur 300 ou 400 testeurs et si j'ai fait quelque chose en fait d'équivalent à ça en beaucoup moins bien, en beaucoup moins standardisé. Et si j'avais eu ça à l'époque, ça m'aurait beaucoup aidé. Donc, on va dire que c'est quelque chose qui est en plus et qui vient en complément. Et en plus, ça fit assez bien parce que les outils comme Diadem, c'est connecté. C'est connecté de l'extérieur ou de l'intérieur, puisqu'on peut customiser. Quelque part, en fait, on réutilise et on ajoute en fait quelque chose au-dessus en fait de nos données. Ça ouais, d'accord. Enfin, ça vient bien en complément, quoi. Mais en fait, si tu veux, tous les bancs de tests, ils produisent de la data. Tu fais un programme LabVIEW, il y a de la data quelque part. Laurence. Il y a eu d'autres présentations au Corviluge, notamment des présentations sur Watts. De SkyWatts. Non, SkyWatts, c'est l'ancien nom, ça s'appelle Watts maintenant. Ah, ça s'appelle Watts. Je connais, j'ai utilisé moi Watts. Oui, c'est ça. Comment ça se positionne par rapport c'est un concurrent. Enfin, alors, pour la partie data, c'est un concurrent. Pour la partie data, c'est un concurrent. Par contre, la partie, non. Pour la partie system management, en fait, et la partie system management et la partie. Alors, en fait, c'est un concurrent direct pour la partie en fait où les résultats testants montent en fait dans le test monitoring. On voit les résultats testants parce que Watts, c'est exactement ce que ça fait. Après, nous, on fait beaucoup plus que ça. On traque les ressources, on traque les systèmes et on déploie. Donc, pour cette partie-là, pour ce pilier-là, c'est un concurrent. Mais c'est pas le seul. Il y en a d'autres. C'est pas le seul. C'est ce qu'on a. Mais les modules que tu viens de décrire existent dans Watts également. J'ai plus de son. J'ai perdu le son. Infrastructure pour mettre les fichiers. Ils ont un truc qui s'appelle Skywise. Et donc là, je ne dis pas que c'est pas possible, on l'a pas fait. On peut le faire, mais c'est compliqué parce qu'il y a l'infrastructure qui est là. Alors parfois, en fait, ils veulent plus de souplesse et ils veulent notre solution, mais c'est toujours challenging. Par contre, le reste, ça reste intéressant. On va dire que la partie data, il y a du monde sur le terrain et que c'est un plus. Mais moi, en fait, je vois System Link parce que chez Eni, il y a eu une tendance pendant quelques années, c'était data, certes, mais en fait, la valeur de System Link, de mon point de vue, c'est la partie les systèmes, les mettre à jour, centraliser la donnée, partage de la donnée, et la data, c'est un plus. Et surtout, en fait, c'est un plus pour ceux qui utilisent Diadem, parce qu'on a beaucoup de clients qui utilisent Diadem de manière centralisée, et le fait de leur dire maintenant, vous pouvez en fait avoir vos données à un seul et même endroit, ça aussi, ça aide. Il y avait exactement toutes ces fonctionnalités sur 2020. Il n'y a pas eu d'évolution depuis. Alors, si, il y a des trucs qui ont été évolués ou améliorés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Eni a fait un gros effort de développement depuis 2021 pour la partie enterprise. C'est sur la partie cloud, Kubernetes, tout ça. Oui, là, parce qu'en fait, il y a tout fait. Parce qu'en fait, Kubernetes, on est parti. C'est des technos différentes. Donc, ils sont partis from scratch et ils ont migré petit à petit les fonctions en fait natives de System Link Server dans System Link Enterprise, avec des challenges, parce que l'infrastructure de System Link Enterprise, elle n'est pas faite naturellement pour communiquer avec du TDM. C'est une autre technologie d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle paquet. Donc du coup, il y a eu beaucoup de travail pour rendre, parce que l'idée c'est, vous faites un System Link et c'est pas compatible avec Diadem, ça rime à rien. Donc il y a eu un gros effort de fait de ce côté-là. Donc on va dire que les fonctions se voient moins en fait dans System Link, mais il y a des choses qui ont été évoluées. On va dire que l'état d'esprit était déjà là en fait. Tout à fait. Et Optimal Plus qui a été racheté. Alors, Optimal Plus, c'est un outil à part. Donc, il n'y a pas de. Si, alors, en fait, Optimal Plus, c'est System Link, ça se veut un outil générique pour toutes les industries.
Optimal Plus, c'est très orienté semi-conducteur. Donc, c'est pour les lignes de production, en fait, où ils font de la mesure et du paramétrique sur des wafers. Et surtout, en fait, Optimal Plus, c'est encore moins produit clé en main que System Link Enterprise. C'est-à-dire que tout est customisable dans Optimal Plus. C'est-à-dire qu'eux, ils vont vendre, en fait, l'infrastructure hardware, l'infrastructure logicielle et les données, en fait, les algorithmes qui vont, en fait, exploiter les données liées, en fait, à ça. Et donc, ça veut dire que quand ils rentrent en relation avec un client, il y a toute une phase de conception et de POC dans laquelle, en fait, il doit savoir, mais vous êtes sur quelle base de données? Quelles sont les interactions que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme sortie? C'est pas que, en fait, une infrastructure et que le client se débrouille, parce que le client, généralement, en fait, lui, il veut un truc clé en main, il veut être sûr que sa ligne de production fonctionne et qu'elle soit optimisée et qu'il y ait le meilleur rendement possible. Donc, c'est un produit qui est totalement différent. Et ni moi, ni Benjamin, on est calé. On peut en parler de très haut niveau. Après, c'est beaucoup plus compliqué que System Link Enterprise. Dernière question pour peut-être finir. J'avais vu à un moment donné des présentations d'un truc qui s'appelait Measurement Link. Measurement Link, ça n'a rien à voir. Non, Measurement Link, c'est pour créer des plugins dans Instrument Studio. Tout le monde sait ce que c'est qu'Instrument Studio? Ouais. Instrument Studio, c'est quand vous avez une ressource hardware, vous avez un scope multimètre, vous avez un PXI DMM, un PXI scope. Nos instruments, ils n'ont pas de face avant. Vous savez tous. C'est notre spécificité. Donc, on a un logiciel unique qui s'appelle Instrument Studio. Il va détecter votre scope, votre multimètre, il va vous afficher des panneaux pour interagir. Et Measurement Link, c'est pour créer en fait des panneaux dédiés à une mesure qui regrouperait plusieurs instruments. Tu fais un panneau graphique en LabVIEW ou en Python, et derrière, tu implémentes du code qui va faire ta mesure. Exactement, ouais. Et qui peut adresser du NI et pas que du NI. Et c'est pour faire une IHM. Et après, en fait, quand tu as ton IHM qui est paramétré, tu fais un copy, tu vas dans Test Stand, tu as un step Instrument Studio et tu exécutes en fait et tu as un même paramétrage. Voilà. Donc ça n'est pas du tout sur la data, on est plutôt sur de la modularisation de plugin. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas été trop long. Merci Raphaël pour voilà. Merci de m'avoir accueilli en tout cas.